Je m'appelle Théo Nepivoda. En tant que jeune journaliste, j'ai voulu mettre mes compétences au service de causes qui me tiennent à cœur. Je me suis donc spécialisé dans le journalisme engagé. Je vous accueille dans l'Angle, la newsletter audio qui vous propose d'écouter l'actualité autrement. Cette semaine dans l'Angle, une interview sur la lente conversion du football à l'écologie, une chronique sur l'investissement responsable pas si responsable, mais avant toute chose, le demi-tour, on s'arrête et on se penche sur les actualités des jours passés avec Christina Diego, rédactrice en chef de Care News. Et Christina, tu nous parles d'une proposition de loi qui a provoqué la colère des associations, loi nommée Anti-Squat. Oui, l'Assemblée a débuté l'examen d'une proposition de loi de la majorité. Le texte propose de tripler les sanctions encourues par les squatteurs, jusqu'à 3 ans de prison contre 1 actuellement, et 45 000 € d'amende au lieu des 15 000 prévus aujourd'hui. Concernant les locataires en impayés de loyer, la procédure d'expulsion pourrait être drastiquement raccourcie, avec un délai accordé uniquement si le locataire le demande. Les associations sont très inquiètes quant à la possible adoption d'une telle loi qui, selon elles, mettrait à la rue de nombreuses familles. La défenseure des droits Claire Hédon a d'ailleurs précisé que de nombreuses dispositions de la proposition de loi sont des atteintes disproportionnées et non nécessaires au cœur du droit et au respect de la vie privée des occupants sans droit ni titre. Dans l'actualité également, Camaïeu, et si l'enseigne d'habillement actuellement en liquidation judiciaire devenait une référence de la mode responsable? 2 entrepreneurs ont annoncé vouloir acheter l'enseigne de fast fashion placée en liquidation judiciaire. Ils souhaiteraient totalement la remodeler et en faire une marque 100% française avec un approvisionnement en fonction des ventes. Pour l'instant, rien n'est fait puisque Camaïeu sera mise aux enchères le 7 décembre. Mais le duo a déjà reçu de nombreux soutiens. Article à lire sur Care News. Et on termine par la collecte annuelle des banques alimentaires avec un bilan, il faut le dire, peu réjouissant. Oui, la collecte annuelle des 79 banques alimentaires a eu lieu ce week-end sur tout le territoire dans 8000 magasins. Selon les premières estimations de la Fédération des banques alimentaires, les dons en magasin auraient baissé de 10% environ dans un contexte de hausse des prix. Un résultat décevant, mais qu'il est encore temps de changer en donnant en ligne sur le site monpagniersolidaire.org. Et article également à retrouver sur carenews.com. Merci Christina Diego pour ton demi-tour et on passe maintenant à l'invité de la semaine. Alors pour l'interview de la semaine, je reçois Antoine Mich. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de l'association Football Écologie France, une association dont l'objectif est de permettre la transition écologique du football. Tout d'abord, l'actualité, la Coupe du Monde au Qatar, considérée par beaucoup comme un désastre écologique. J'imagine que cela doit vous attrister de voir ce qu'il se passe, vous qui militez pour rendre ce sport plus écolo. Oui, effectivement, on constate tous les jours que c'est une Coupe du Monde qu'on voudrait voir autrement. Tout s'est décidé il y a 12 ans sur la base d'un cahier des charges qui a été vraiment très peu conçu sur l'environnement et sans contrôle derrière. Donc, c'est malheureusement un peu le résultat de ces choses-là. Et ensuite, effectivement, je pense que la population s'est réveillée un peu tard par rapport à tout ça. Donc, on est effectivement un peu triste et en colère quand on voit une Coupe du Monde comme ça qui a notamment de grandes aberrations écologiques. Ça, c'est la réalité, c'est ce qui se passe actuellement. Mais à quoi ressemblerait un événement sportif, comme par exemple une Coupe du Monde, qui serait 100% écologique, Antoine Mich? Alors, 100% écologique, c'est difficile, mais en tout cas, on peut l'imaginer comme étant probablement moins fréquente, contrairement à ce que certains voudraient, puisqu'on a entendu que la Coupe du Monde pourrait être tous les 2 ans. Là, ce serait plutôt l'inverse pour réduire l'empreinte écologique des événements internationaux. Donc C'est espacé. probablement un événement, oui, c'est ça, plus espacé dans le temps, oui. Mm. Avec moins de participants. Ça peut être frustrant et peut-être pour certains discriminant, mais en tout cas, quand on va avec plus de 40 équipes de football, puisque la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis, Canada et Mexique est encore prévue d'être en plus de plus en plus importante en termes de participants.
et donc de supporters derrière, évidemment. Et puis c'est une Coupe du Monde qui serait plutôt sur des petites zones. Là encore, l'exemple du Canada, du Mexique et des États-Unis est pas vraiment une très bonne chose, puisque les supporters et les équipes vont parcourir des milliers, voire des millions de kilomètres probablement en avion. Donc c'est une Coupe du Monde qui effectivement prend en compte ces sujets-là et qui, pour les supporters en tout cas, les fera venir de façon plus écologique. Hmm. Alors, le football et le sport plus généralement prend conscience de sa responsabilité environnementale, doucement, il faut le dire. Je lisais dans un article que le sport, sur le site L'ADN, avait 20 ans de retard sur les autres industries culturelles en matière de transformation. Êtes-vous d'accord avec cette durée? Alors, j'irais plutôt entre 10 et 15 ans et je ferai une comparaison avec ce qu'on connaît dans les entreprises qui est la RSE. Donc, effectivement, c'est quand même un grand retard. La capacité du sport, c'est que ça peut vite se rattraper, mais que certains sports sont plus ou moins sensibles à ces sujets-là. Les sports de nature, par exemple, ça fait déjà longtemps qu'ils y réfléchissent et qu'ils ont des actions intéressantes par rapport à ça. Mais quand on est sur, par exemple, tout simplement le football, c'est un enjeu très mineur pour eux. Et d'ailleurs, ils définissent ça comme des sujets extra-sportifs. Donc, ça montre bien qu'ils ne sont concentrés que sur le sportif. Et de toute façon, pour eux, quand on parle du sport professionnel, c'est surtout une gestion d'actifs, du marketing et derrière, effectivement, un secteur économique qui a des fortes contraintes enfin, en tout cas, des fortes envies de développement. Et donc, forcément, derrière, c'est pas la même vision des choses. Et d'où l'action de votre association pour rattraper ce retard. Football Écologie France accompagne les clubs amateurs comme professionnels dans leur transition. Vous les aidez en quelque sorte à mettre sur pied, vous l'avez dit, une politique RSE. Concrètement, comment intervenez-vous? Alors, on a toute une série d'antennes en France qui nous permettent d'être en proximité des clubs de football, clubs amateurs ou professionnels. Et donc, avec ces équipes de bénévoles et quelques salariés, on propose tout simplement des expertises, parce que dans les clubs de football, on a très peu de compétences et de connaissances sur la question de l'environnement et de l'écologie en général. Et donc, on leur apporte déjà un certain nombre de réponses à leurs problématiques. Ensuite, effectivement, on a des outils particuliers de diagnostic, d'activation et des opérations de terrain pour que ça soit très concret pour eux sur, par exemple, la gestion des déchets, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la biodiversité dans un stade. Donc, on a cette capacité à leur apporter des outils spécifiques et à faire des opérations de terrain avec eux. Et puis après, on essaie de diffuser les bonnes pratiques. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui se passent dans le football amateur et le football professionnel et qui est très peu connu. Et donc, si on veut que, ne serait-ce qu'en France, les 15 000 clubs s'emparent du sujet, il faut qu'ils soient au courant au moins des bonnes pratiques et que ça diffuse très largement. Alors, le football est le sport populaire par excellence. Peut-on imaginer que dans 10 ans, il sera un outil de sensibilisation à l'écologie? Alors, oui, ça peut être un vecteur extrêmement intéressant qui diffuse de l'information, qui éduque sur le sujet, tout simplement parce que le football est le sport le plus populaire du monde et donc le plus suivi. On est sur des centaines de millions de personnes qui chaque semaine sont intéressées par le sujet, pratiquent le football. Et donc, quand on s'adresse à ces licenciés, à ces fans de football, à ces amoureux de football, on peut faire passer des messages peut-être plus facilement que si on était dans une classe en cours ou si tout simplement on avait ça au journal télévisé. Donc, c'est un vecteur qui est très intéressant pour passer l'information de masse. Et c'est vrai que si certains joueurs et joueuses très connus s'engagent sur le sujet, ça peut avoir une influence absolument gigantesque. Aujourd'hui, il faut être réaliste, hein. Un Kylian Mbappé a probablement plus de pouvoir et d'influence qu'un président de la République. Donc un appel à Kylian Mbappé. Merci Antoine Mich, président de l'association Football Écologie France. Et petite précision, vous menez en ce moment une consultation auprès du grand public et des citoyens sur le lien entre le football et l'écologie à retrouver sur le site de l'association. Merci beaucoup. On termine avec le grand angle, une chronique personnelle sur l'actualité. Lisa Domergue, journaliste chez Care News, tu as souhaité revenir sur une enquête menée par une dizaine de médias européens, dont Le Monde. Il s'intéresse à 838 fonds d'investissement dits verts.
Tout à fait, des fonds d'investissement socialement responsables, l'ISR, qui représente plus de la moitié des placements financiers gérés en France. Cette enquête nous apprend que ces fonds ne sont pas si verts qu'ils ne le prétendent. La moitié investissent dans les énergies fossiles ou dans l'aviation. Par exemple, sur 24 fonds dits super verts de la filiale du Crédit Agricole Amundi, 15 financent directement ces secteurs polluants. Alors c'est assez surprenant. Comment cela est-il possible ? Pour bien comprendre, revenons à ce que dit la réglementation européenne qui distingue 3 types de fonds. Les fonds classiques, dits fonds article 6, les fonds qui intègrent des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, dits fonds article 8, et les fonds vertueux qui n'investissent en théorie que dans des actifs durables, dits fonds article 9. Problème pour ce troisième type de fonds, les fonds article 9, ce sont les gestionnaires qui choisissent dans quelle catégorie les classer. Il n'y a aucun contrôle, excepté celui d'agences de notation extra-financières, et le cadre juridique est très flou. Qu'est-ce qui peut être considéré comme un placement durable ou non ? D'ailleurs, beaucoup de fonds d'investissement font demi-tour. Par prudence, par exemple, Amundi va passer la quasi-totalité de ses fonds article 9 dans la catégorie du dessous, et même démarche pour AXA et BNP Paribas. Mais alors, sommes-nous condamnés à financer les énergies fossiles ou existe-t-il quand même des placements plus vertueux ? Alors dans cet univers opaque de la finance verte, il y a quand même une lumière au bout du tunnel, la finance solidaire. Pour faire simple, l'ISR permet d'investir dans le développement durable des grandes entreprises cotées. La finance solidaire, quant à elle, permet de financer l'économie sociale et solidaire directement. Des associations, des coopératives ou encore des entreprises sociales qui répondent à des enjeux de société. Et en plus, il existe depuis 1997 un garde-fou, le label Finansol, qui garantit transparence et impact direct. Merci beaucoup Lisa et à très vite pour une nouvelle chronique. C'est la fin de l'angle. Merci à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt.